Bonjour à tous, ici présents ou à distance connectés sur Teams. Je vous souhaite la bienvenue au Hub des Territoires, l'espace d'échange, de développement et de collaboration de la Banque des Territoires. Je suis Anne-Sophie Incelin, je suis responsable de ce dispositif et je suis ravie de vous accueillir aujourd'hui avec les équipes de la Banque des Territoires, Linda Reboux, responsable du pôle transition écologique et sociale des territoires, avec l'Association française d'agriculture urbaine professionnelle, l'AFOP, pour cette rencontre autour du développement de projets d'agriculture urbaine dans les territoires. Alors nous aurons deux séquences d'échanges, la première autour de l'impact attendu de ces projets dans les territoires et une deuxième sur la question cruciale du modèle économique de ces projets. La rencontre d'aujourd'hui s'inscrit dans un cycle d'événements sur la transition agricole et alimentaire que nous avons démarré le 23 mars et qui sera suivi de 3 autres événements d'ici fin novembre. Alors, à titre personnel, cette thématique me tient particulièrement à cœur depuis les travaux que j'ai pu mener dans mon ancienne vie professionnelle à l'ANRU, où j'ai fortement contribué à la mise en place du programme Quartier Fertile. Alors, je reviens quelques minutes sur le dispositif, le Hub des territoires. Je ne sais pas si vous vous êtes inscrit à la newsletter quand vous vous êtes inscrit à l'événement, mais n'hésitez pas à vous y abonner. Ça vous permettra d'avoir l'ensemble de nos informations. On a ici beaucoup d'événements, alors des événements publics comme ce matin, qui nous permettent de traiter des sujets très larges qui couvrent l'ensemble des champs d'intervention de la Banque des Territoires. On a aussi, on organise des journées de travail, des événements privés qui permettent à nos communautés de se retrouver, d'échanger. L'objectif étant de trouver des solutions pour répondre aux défis auxquels font face les territoires. Depuis le lancement de ce dispositif, ça fait bientôt 2 ans, on a accueilli près de 150 événements, journées d'échange, temps de travail, réuni plus de 8000 participants et près de 400 intervenants qui sont venus débattre, échanger, proposer leur vision. On a aussi en ligne sur les pages du Hub des Territoires les replays des événements. Vous pouvez aussi retrouver le replay de l'événement du 23 mars et puis les prochains qui seront en ligne comme celui de ce matin. Voilà, je laisse la parole à Linda pour une introduction un peu plus contextualisée de cette rencontre. Merci beaucoup Anne-Sophie et bonjour à tous. Donc Linda Reboux, je suis responsable d'investissement autour des enjeux de transition écologique et sociale à la Banque des Territoires. Je suis ravie d'introduire cet événement. Je vais juste me focaliser un petit peu plus sur les actions de la Banque des Territoires autour des enjeux de la transition agricole et alimentaire en général, puisque c'est la thématique de ce cycle qui se poursuit sur toute l'année 2023 et en particulier sur les projets d'agriculture urbaine. En fait, cette thématique transition agricole et alimentaire, elle est assez récente. Nos interventions datent seulement d'il y a quelques années et notre offre s'est structurée en réponse à des sollicitations croissantes de la part des territoires et de leurs acteurs. Notre offre se structure autour des 3 métiers de la Banque des Territoires qui sont conseiller, financer, opérer. Conseiller puisqu'on a une offre portée par une entité qui s'appelle Territoire Conseil d'appui, d'accompagnement méthodologique et de conseil aux collectivités dans leurs projets autour de la transition agricole et alimentaire. Financer à travers 2 outils, l'investissement. On peut investir en fonds propres, quasi-fonds propres, donc plutôt en haut de bilan dans des structures privées, essentiellement des structures de l'économie sociale et solidaire ou en tout cas de l'économie à impact. Et on va pouvoir financer des projets sur toute la chaîne de valeur, depuis des enjeux autour du foncier agricole jusqu'à la transformation, la production bien sûr, la transformation et la distribution de produits agricoles et alimentaires. Et puis on a aussi une offre en prêt aux collectivités, des prêts à très long terme sur fonds d'épargne qui, eux, vont s'adresser essentiellement aux collectivités, mais qui peuvent aussi, dans certaines conditions et dans certains territoires, notamment les quartiers prioritaires politiques de la ville, être élargis à des structures privées. On investit également dans les EPL, j'ai oublié de le mentionner, les entreprises publiques locales, société d'économie mixte. Et notre troisième métier, c'est opérer. Donc, on est opérateur de mandat de l'État dans le cadre de France 2030, anciennement le PIA. Et dans ce cadre, on a plusieurs programmes actuellement en cours, notamment un sur les démonstrateurs territoriaux des transitions agricoles et alimentaires, qui est doté de 152 millions d'euros. Et également un programme sur les démonstrateurs de la ville durable, avec un peu plus de 300 millions d'euros.
La Banque des Territoires, c'est aussi des partenariats structurants. Alors bien sûr avec l'ANRU. Dans ce cadre, on a été financeur du dispositif Quartier Fertile, qui est doté de 34 millions d'euros pour justement développer des projets d'agriculture urbaine dans les quartiers prioritaires politiques de la ville. Je pense qu'on y reviendra un petit peu plus tard dans l'événement. Et au-delà de la Banque des Territoires, c'est tout le groupe Caisse des Dépôts qui est petit à petit de plus en plus mobilisé sur ces enjeux de transition agricole et alimentaire. Donc certaines de nos filiales, comme BPI France bien sûr, mais aussi La Poste sur la logistique décarbonée, ont des offres et des actions autour de ces enjeux. Et je voudrais citer également CDC Biodiversité, qui porte une offre spécifique de compensation biodiversité et qui travaille beaucoup sur les sujets de nature en ville et de ses impacts. Et justement, peut-être l'agriculture urbaine, dans toute cette thématique transition agricole et alimentaire, c'est un petit peu un sujet à part, puisqu'en fait, c'est pas tant pour sa capacité à produire des aliments que le sujet va nous intéresser. On dit souvent que l'agriculture urbaine ne permettra pas de nourrir les villes, mais c'est plutôt pour les multiples bénéfices environnementaux, sociaux, sociétaux de ces projets que l'on souhaite les développer. Je pourrais pas citer tous les bénéfices et la table ronde suivante y reviendra, mais quand on dit projet d'agriculture urbaine, on dit forcément amélioration du cadre de vie, préservation de la biodiversité, développement d'îlots de fraîcheur, en tout cas réduction des îlots de chaleur urbains, mais aussi pédagogie, sensibilisation, lien social et tout simplement permettre de reconnecter les urbains à la nature et plus spécifiquement à leur alimentation. Et donc c'est bien tous ces bénéfices qui font que l'agriculture urbaine est un sujet particulièrement intéressant pour la Banque des Territoires. Ça résonne tout à fait avec nos deux priorités phares qui sont la transition écologique et la cohésion sociale et territoriale. Et donc, c'est pour cela qu'on trouvait vraiment pertinent de faire un événement dédié au sujet aujourd'hui. Donc, c'est un événement qu'on co-organise, Anne-Sophie l'a dit, avec l'AFOP, l'Association française d'agriculture urbaine professionnelle. On va essayer de donner à voir des exemples de réalisation, montrer aussi quels sont les leviers, les freins pour développer ces projets dans les territoires et comment les collectivités peuvent s'emparer du sujet, quels sont les outils à leurs mains. Donc je vais m'arrêter là parce que je ne vais pas préempter les échanges suivants et je vais appeler Marie Fierce à nous rejoindre. On va lui laisser la parole pour une première séquence introductive qui va permettre de poser un petit peu les enjeux et ensuite il y aura 2 tables rondes qui suivront. Merci beaucoup Marie. Merci beaucoup. Alors je vais juste en quelques mots vous présenter rapidement ce qu'est l'AFOP. Donc on co-organise aujourd'hui cet événement avec la Banque des Territoires que je profite pour remercier infiniment pour leur soutien financier et pour l'accueil ici très convivial. Et nous, la convivialité à l'AFOP, on aime bien ça. Donc l'Association française d'agriculture urbaine professionnelle a été créée en 2016 et donc c'est le rassemblement des agriculteurs et agricultrices urbains de France qui œuvrent pour faire de l'agriculture urbaine un levier incontournable pour les villes, pour la transition des villes et pour faire des villes plus fertiles, plus durables, plus apaisées. Et donc, on a 3 missions essentiellement. La première, donc, c'est de fédérer cette communauté d'agriculteurs urbains professionnels autour de valeurs communes qui sont le partage, l'engagement, la diversité, l'ouverture sur tous les corps de métier et tous les acteurs qui tournent autour de l'agriculture urbaine et qui s'y intéressent. La deuxième mission, c'est de valoriser l'agriculture urbaine auprès de différents publics, de différents acteurs. Je pense en particulier aux collectivités. Je crois qu'il y a beaucoup de collectivités qui sont avec nous aujourd'hui. Et donc, on s'intéresse aussi, on anime le réseau des professionnels de l'agriculture urbaine, mais la demande des collectivités est extrêmement forte pour créer des nouvelles opportunités d'agriculture urbaine sur les territoires. Et donc, on a créé très récemment le réseau des acteurs engagés, qui est un réseau dédié aux collectivités pour échanger, partager des bonnes pratiques, échanger sur des cas concrets d'agriculture urbaine et s'entraider entre collectivités pour monter des projets durables et pérennes. On s'adresse aussi au grand public à travers le Festival des 48 heures de l'agriculture urbaine qui aura lieu le week-end des 29 et 30 avril prochains. Donc je vous invite à regarder sur le site internet la programmation pour aller découvrir des jardins et des fermes qui vont ouvrir leurs portes à l'occasion de cet événement-là, grand événement national avec plus de 30 villes en France et aussi à l'étranger qui participent à cet événement.
Et la troisième mission, c'est de développer des outils qui vont permettre aux acteurs du secteur de l'agriculture urbaine de mieux faire leur métier. Et donc, parmi ces outils, donc évidemment, on organise des conférences de sensibilisation, on fait venir des experts pour les professionnels de l'agriculture urbaine, mais on s'adresse à tous les acteurs. Donc, le réseau des acteurs engagés est aussi un outil pour développer l'agriculture urbaine. Et on a aussi très récemment mis en ligne un outil, l'Observatoire de l'agriculture urbaine et des jardins collectifs, qui est une cartographie de tous les lieux d'agriculture urbaine en France. Et donc on a été accompagné sur ce point par la Banque des Territoires pour mettre en place cet outil. Et on est en train de développer une deuxième phase de cet outil qui vise à obtenir des statistiques et des chiffres sur ces sites d'agriculture urbaine pour enfin avoir un aperçu de ce qu'est l'agriculture urbaine aujourd'hui en France et dans le temps pouvoir suivre son évolution. Donc cet observatoire, je vous invite à aller le consulter en ligne sur www.observatoire-agriculture-urbaine.org et d'y ajouter surtout les lieux d'agriculture urbaine que vous connaissez et qui n'y seraient pas encore cartographiés. Notre ambition, effectivement, donc aujourd'hui, on a 120 adhérents, structures adhérentes à l'association, à la FOP, qui sont des entreprises, des associations, qui ont différents métiers autour de l'agriculture urbaine. Ce sont des producteurs, des animateurs, des bureaux d'études et des fournisseurs de matériel qui, développent l'agriculture urbaine. Et donc, notre ambition, effectivement, c'est d'être le plus représentatif possible de l'écosystème de l'agriculture urbaine française. Voilà, j'en dis pas plus. Je vais laisser la parole à Romain Guittet, qui était également salarié de la FOP et qui va introduire nos invités pour les tables rondes. Merci beaucoup Marie. Bonjour à toutes et à tous. Sans plus tarder, moi j'invite du coup pour ce premier échange donc Nicolas Leroux, David Lacroix et je crois que Louis Roland est avec nous en ligne aussi. Pour ce premier échange, l'idée c'est de faire un état des lieux de ce que représente aujourd'hui l'agriculture urbaine. Vous verrez qu'on parlera peut-être des agricultures urbaines d'ailleurs. Louis est bien avec nous ? On va dire que oui. Du coup, ce que je vous propose, c'est de faire que chacun d'entre vous puisse se présenter. Qui êtes-vous et puis surtout aussi les structures que vous représentez. David, je vous laisse la parole. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Heureux d'être avec vous pour cet événement et merci à la FOP et à la Banque des Territoires de nous avoir proposé d'intervenir ce matin. Donc quand je dis on, c'est la ville de Paris que je représente. Donc je joue un peu à domicile aujourd'hui. Je ne sais pas si c'est plus facile, mais en tous les cas, je suis ravi d'être avec vous. Donc c'est pour vous apporter, en tous les cas, c'est ce que je vais essayer de faire, l'expérience et le témoignage de la ville de Paris en tant que grande collectivité, évidemment, sur les questions d'agriculture urbaine. Donc pas du point de vue d'un élu. Moi, je suis pas élu. Je suis responsable d'un service à la direction des espaces verts et de l'environnement, un service qui a dans ses missions notamment la mise en œuvre de la politique agricole et en particulier d'agriculture urbaine de la ville de Paris. Même si il y a quelques années ça pouvait faire un petit peu sourire, c'est une politique publique sur laquelle je vais un petit peu détailler pendant la table ronde, qui a démarré il y a un peu moins de 10 ans, qui renoue aussi peut-être aussi avec une histoire beaucoup plus ancienne du territoire parisien et francilien, puisque en fait il y avait des activités agricoles jusqu'au 19e siècle, première partie du 20e siècle, qui ont complètement disparu progressivement du territoire de l'hypercentre et qu'on s'emploie depuis du coup une petite dizaine d'années à faire revenir au travers de projets très contemporains. Enfin, on aura l'occasion aussi de donner des exemples. Voilà, donc dans le cadre d'une mandature évidemment et d'une délégation d'une adjointe à la maire de Paris, Audrey Pulvar, qui a en charge les problématiques d'agriculture urbaine et plus largement les problématiques d'alimentation durable, de circuits courts. Donc c'est vraiment dans le cadre d'une délégation assez large que la politique d'agriculture urbaine s'inscrit, et ça c'est pas anodin. Là où il y a quelques années sur la mandature d'avant, c'était davantage rattaché au point de départ à des politiques de végétalisation. Ça veut pas dire qu'on a déconnecté complètement le sujet de la végétalisation, mais en tous les cas on embrasse, c'est ce qu'on essaie de faire dans la feuille de route d'une manière plus large, ces enjeux dans le cadre d'enjeux alimentaires sur le territoire parisien et au-delà dans le cadre de partenariats sur un territoire plus large francilien. Merci beaucoup. Nicolas.
Bonjour à toutes et à tous. Nicolas Leroux, je travaille donc à l'ANRU, l'Agence nationale pour la rénovation urbaine. On est obligé d'être un peu plus précis que quand c'est la ville de Paris, évidemment, au sein de la direction de la stratégie. Et j'anime une équipe motivée. Et je salue Inga et Claire qui sont avec moi aujourd'hui, notamment sur cette question de l'agriculture urbaine. L'ANRU, établissement public qui travaille pour le compte de l'État dans 453 quartiers prioritaires de la politique de la ville parmi les 1514 quartiers prioritaires. Pour faire simple, les quartiers prioritaires de la politique de la ville, c'est une cartographie qui est basée sur le niveau de pauvreté globalement des habitants. On est sur des niveaux de pauvreté qui sont très bas. Donc, je rappelle, le niveau de pauvreté, c'est 60% du revenu médian. Là, on est encore en dessous. Et donc, il y a 1514 quartiers. À l'intérieur de ces 1514 quartiers, il y en a 453 qui sont encore un peu plus pauvres que les autres et sur lesquels, par ailleurs, on a identifié des dysfonctionnements urbains. C'est globalement les quartiers les plus vulnérables dans la géographie prioritaire. Et donc, l'ANRU intervient avec des financements de l'État, d'Action Logement et le soutien de l'Union Sociale Habitat sur l'ensemble de ces quartiers pour résoudre ces dysfonctionnements urbains avec un budget conséquent, on va pas se le cacher, puisque le programme de renouvellement urbain est doté de 12 milliards d'euros et qu'on a d'autres programmes, globalement on est autour de 13 milliards d'euros d'intervention. Alors évidemment, 13 milliards d'euros, c'est pas ce qu'on met sur l'agriculture urbaine. Le chiffre a été dévoilé par Linda tout à l'heure, donc je peux pas tricher sur les montants qu'on affiche. Mais donc en janvier 2020, l'ANRU, sous le pilotage du ministère de la Ville et de Julien de Normandie, qui était à ce moment-là ministre de la Ville, qui d'ailleurs, et ça n'est pas anodin à mon avis, est devenu ministre de l'Agriculture ensuite. Donc tout ça fait sens finalement. A lancé un programme qui s'appelle Quartier Fertile. L'objectif était d'avoir 100 fermes urbaines dans les quartiers prioritaires. Bon, 3 ans après, on en a 98. Donc on n'est pas loin. On a quasiment rempli l'objectif, sachant que c'est 98 projets, mais ça couvre 140 quartiers. Donc finalement, on a même dépassé l'objectif. L'idée de ce programme, c'était effectivement de montrer que les quartiers populaires étaient probablement à la fois des terrains fertiles, sans faire de mauvais jeu de mots, pour lancer des programmes d'agriculture urbaine, mais pouvaient même devenir des locomotives, voire des laboratoires, de par leur configuration et leur organisation propre. Et il se trouve on en reparlera, j'imagine, dans quelques instants, y compris à Paris, puisqu'on soutient aussi des projets parisiens. On a des modèles qui sont assez alternatifs, assez intéressants, très multifonctionnels, et je pense que c'est une des clés. On en reparlera, j'imagine, et vous en parlerez encore plus probablement dans la prochaine table ronde. Mais aujourd'hui, donc, on a 98 lauréats qui couvrent 140 quartiers avec un peu de tout. Des fermes, des conserveries, des micro-fermes, de la production spécialisée, du maraîchage, de la pleine terre, de la serre, tout ce qu'on veut. Donc tout ça dans des quartiers prioritaires dont on pense qu'ils sont à la fois malfamés, qu'il y a du béton partout, et juste pour vous faire sourire peut-être, mais on a 70% de nos projets qui sont en pleine terre. Dans des quartiers dont on pense qu'il n'y a que du béton, et ben on est capable de trouver de la pleine terre aussi dans ces quartiers-là, avec un peu de dépollution. Et je remercie l'ADEME qui finance en partie ces activités, et surtout je remercie la Caisse des dépôts et consignations, donc des territoires qui nous accueillent d'une part aujourd'hui, mais qui par ailleurs est un financeur important de quartiers fertiles. Parce que Linda a eu l'humilité de pas le dire, mais sur ces 34 millions d'euros, il y a 10 millions d'euros qui proviennent de la Caisse des dépôts et consignations de Banque des Territoires, donc un financeur évidemment très important de ce programme. Mais on en reparlera sûrement un petit peu après. Merci beaucoup Nicolas. Louis, on te laisse la parole. Oui, bonjour à toutes et à tous. J'espère que vous m'entendez. Très bien. Super. Donc moi je m'appelle Louis Roland, je suis directeur opérationnel d'une association qui s'appelle la Cité de l'Agriculture et qui est basée à Marseille, d'où le fait que je ne puisse pas être parmi vous aujourd'hui, ça faisait un peu loin vers l'aller-retour, donc voilà, mais on va essayer de faire en sorte que ce soit le plus agréable pour tout le monde. La Cité de l'Agriculture, c'est donc bien une association, contrairement à ce que le nom pourrait laisser penser, une association qui est née en 2015 sur le territoire marseillais et qui a un objectif et comme objet social de travailler à la transformation écologique et sociale de nos villes. Et pour ça, on a trouvé qu'il y avait 2 leviers qui étaient particulièrement intéressants de faire, qui étaient la question de l'agriculture urbaine et la question de l'accessibilité à l'alimentation durable. Donc il y a vraiment une spécificité qui est celle d'adresser à la fois les questions d'écologie et de transition écologique et les questions de justice sociale dans notre action. Et la deuxième spécificité de la structure, la Cité de l'Agri,
c'est qu'elle est à la fois une opératrice de terrain, donc elle porte des projets très concrets d'agriculture urbaine et d'accessibilité à l'alimentation durable, principalement dans les quartiers politiques de la ville. Et pour nous, à Marseille, les fameux quartiers nord, qui ont beaucoup plus de diversité que ce qu'on peut voir et ce qu'on peut, surtout en ce moment, à la télé ou à la radio. Mais voilà, principalement dans ces quartiers dits difficiles et quartiers populaires en tout cas. Et elle est donc très opératrice de terrain. En fait, on s'appuie sur cette action de terrain pour la documenter, l'évaluer et puis ensuite la transmettre. Donc la transmettre à d'autres porteurs de projets via des incubateurs en agriculture urbaine et en alimentation durable. Donc une trentaine de porteurs de projets qu'on accompagne chaque année dans le montage de leurs projets, parce qu'on se dit bien que c'est pas nous en tant que cité de l'agriculture avec notre petit projet qui allons transformer la ville de Marseille et permettre cette transition agricole et alimentaire qu'on appelle toutes et tous de nos voeux depuis ce que de par ce que je comprends là et de ce que j'ai entendu en introduction. C'est vraiment l'idée de pouvoir, nous, avoir cet appui sur le terrain pour modéliser des choses, les transmettre. Et puis on les transmet donc d'une part à des porteurs de projets, mais on les transmet aussi à des collectivités ou à ce qu'on appelle nous les faiseurs de ville. Donc ça passe par de la formation auprès des collectivités, par vraiment un rôle d'interface très proche, et on y reviendra pendant la table ronde, avec les collectivités territoriales, donc principalement à l'échelle marseillaise, mais aussi sur toute la région sud. Et puis peut-être aussi pour rajouter, parce qu'on en a parlé, deux petites choses. Donc à titre d'exemple, par exemple, on a répondu à l'AMI, démonstrateurs territoriaux de la transition agricole et alimentaire, en partenariat avec un jardin de Cocagne qui est sur notre territoire, donc qui vient mêler les questions d'accessibilité à l'alimentation durable, mais aussi d'insertion par le travail et par l'activité économique, et la métropole Marseille-Provence. Et puis un autre exemple qui montre ce rôle justement d'interface, d'agrégateur et de vraiment citer lieu ressources pour parler de transition agricole et alimentaire, c'est le fait qu'on est porte-relais de l'ADEME sur les questions d'agriculture urbaine, et donc on porte la voix de l'ADEME en région sud sur ces questions, et on agit vraiment en tant que relais sur le terrain pour le compte de l'ADEME. Voilà ce que je peux dire en introduction. On est 17 salariés aujourd'hui, donc c'est une structure qui a beaucoup grossi, avec principalement des moyens humains qui sont mis sur le terrain, sur la ferme, sur les projets d'accessibilité à l'alimentation durable. Voilà, on rentrera ensuite, je pense, plus dans le détail de nos liens avec les collectivités et avec le terrain. Super, merci beaucoup. Ma première question pour rentrer dans le vif du sujet, elle sera sur le sujet toujours un peu brûlant de la définition. J'aimerais vous entendre là-dessus. Nous, c'est vrai que la FOP, on porte une vision de l'agriculture urbaine, donc on a fait ce travail de définition, et j'aimerais en fait vous faire réagir tous les trois sur ce qui vous interpelle, ce que vous retenez dans cette définition. Donc, pour nous, l'agriculture urbaine, ça rassemble toutes les pratiques agricoles qui ont lieu en ville et autour des villes, et qui font vivre des espaces jardinés et cultivés. Nous, on note 5 éléments qui caractérisent cette agriculture. D'une part, sa localisation, bien évidemment, c'est-à-dire dans l'aire urbaine. Les échanges, le deuxième caractéristique, c'est les échanges que cette agriculture entretient avec la ville. Effectivement, des produits, échange de produits, mais pas que, on verra aussi de services. La troisième, c'est la multifonctionnalité. Nicolas, t'as commencé à l'évoquer, mais la multifonctionnalité de l'agriculture urbaine, nourricière, écologique, pédagogique, esthétique, sociale. La quatrième, c'est la pluralité des techniques et des productions qui peuvent être issues de l'agriculture urbaine, hors sol, pleine terre, alimentaire, non alimentaire. Et la cinquième, c'est souvent l'existence d'une alternative d'usage sur ces projets-là. Concrètement, ça voudrait dire que on pourrait imaginer d'autres usages à l'usage agricole. Je pense par exemple commerciaux, énergétiques, récréatifs. Voilà. Donc, je voudrais, par rapport à cette définition, comment vous et vos structures vous l'appréhendez, vous l'envisagez? Qu'est-ce qui vous semble important dans cette définition, et les points que vous aimeriez faire ressortir? Nicolas. Je me lance. Alors, à cette définition, je vais peut-être proposer ou rappeler un peu ce sur quoi nous on est parti. Dans le cadre de Quartier Fertile, on a fait un choix qui était
audacieux peut-être, mais en tout cas il nous semblait important, c'est que Quartier Fertile ne finance que des projets à vocation productive et voire marchande. En tout cas avec un modèle économique. C'est-à-dire qu'on a fait le choix d'écarter de cet appel à projet, mais il se trouve que l'État a lancé d'autres appels à projets qui soutenaient ces démarches, notamment les jardins partagés, les jardins familiaux, les jardins collectifs, pour axer vraiment, et ça rentre dans le cadre de cette définition, notre action et notre soutien sur des projets qui créent de l'activité, créent de l'emploi. Et aujourd'hui, si on fait, on est en train de faire un scan complet de tous les projets, mais globalement, on est entre 5 et 7 emplois créés sur chacun des projets en moyenne. Donc ça fait quand même sur une 140 quartiers, on n'est pas loin de 1000 emplois dans les quartiers, ce qui n'est pas neutre. Mais on a fait ce choix-là de vraiment de privilégier des modèles à vocation productive. À cette définition que je partage complètement au demeurant, puisqu'on se rend compte que même si le cœur des projets qu'on accompagne est à caractère productif, 70% de ces projets, pour toutes les raisons que tu viens d'évoquer, adossent à leur action aussi des jardins partagés, des jardins familiaux, des jardins pédagogiques, des jardins pour les scolaires, etc. Donc en fait, on a choisi nous de favoriser le moteur ou la locomotive, mais ça n'empêche pas qu'on finance aussi les wagons quand il y en a, notamment sur cette dimension sociale, pédagogique ou de sensibilisation. Je rajouterais un élément en fait sur la définition que tu viens de donner, qui nous a sauté aux yeux. C'est la diversité des acteurs. Tu as parlé de la diversité des cultures, mais la diversité des acteurs. Je sais que parmi vos adhérents, vous avez de toutes sortes d'acteurs. Nous, on le voit dans nos porteurs de projets. On a beaucoup de collectivités qui ont déposé les projets, ce qui est logique puisque c'est eux qui maîtrisaient le mieux la mécanique de l'appel à projet de l'ANRU. Pour autant, dans les exploitants, on a de tout. C'est-à-dire qu'on a à la fois des collectivités qui créent des régies agricoles, on a des régies de quartier, on a des entreprises d'insertion, on a des entreprises, des start-up, on a des associations, évidemment beaucoup, des agriculteurs indépendants. Donc je pense que par rapport à l'agriculture traditionnelle, je pense qu'une des spécificités de l'agriculture urbaine, c'est aussi cette diversité des acteurs et cette mise en synergie des acteurs de terrain. C'est-à-dire que en tout cas, dans les projets que l'on accompagne, encore une fois, on n'en accompagne qu'une centaine, mais ce qui est déjà pas neutre en termes de panorama, mais on se rend compte que pour qu'un projet réussisse, il faut que l'ensemble des acteurs travaillent ensemble. C'est-à-dire qu'à la fois la collectivité qui apporte souvent le foncier, on va pas se le cacher, ou le bailleur social qui apporte le foncier, les bailleurs sociaux, parce que c'est aussi des caisses de résonance importantes, et puis ils mettent à disposition un certain nombre de services, les associations, souvent préalablement installées sur le territoire avant même que ce projet n'existe, qui sont venues aiguillonner un petit peu la collectivité. C'était un peu le rôle de notre appel à projet aussi d'éveiller les consciences des collectivités en leur disant vous avez des gens sur le terrain qui font des choses, accompagnez-les. Il se trouve que ça marche plutôt. Et puis l'ensemble des acteurs, les chantiers d'insertion, les entreprises parfois, les grands distributeurs, les restaurants du coin pour faire le débouché de production, etc., etc. Donc on a les missions locales, Pôle emploi, enfin on peut en citer beaucoup. Pour qu'un projet réussisse, il faut vraiment qu'il y ait cette cosmogonie, cette galaxie d'acteurs qui fonctionnent ensemble. Donc je pense que c'est un des critères de réussite, mais c'est aussi un des critères de définition de l'agriculture urbaine par rapport à une exploitation traditionnelle où en gros on va avoir l'exploitant, la coopérative et la grande distribution, pour faire très simple. Mais là on a une cosmogonie qui est plus complexe et je pense qu'elle est plus difficile à mettre en œuvre, évidemment. On est aussi dans des terrains qui sont, on en parlera j'imagine après, mais qui sont plus contraints que ces grandes plaines de la Bosse. Mais donc je pense que ça fait partie de la définition. Oui. Eh bien, je suis assez d'accord avec ce que vient de dire Nicolas, évidemment. Si on regarde un petit peu effectivement les deux gros critères que tu as dressés, Romain, on se retrouve effectivement là-dedans, même si c'est un peu dur à chaque fois de sortir une définition de l'agriculture urbaine. Et justement, ce qui ressort souvent, c'est qu'il y a plusieurs agricultures urbaines, il y a des agricultures urbaines. Et je pense qu'en fait que les deux gros critères, enfin le critère territorial, géographique, le fait d'être situé dans un milieu urbain, parfois très urbain, et du coup, moi je parle aussi pour Paris, parce que c'est le territoire que je connais le mieux, extrêmement dense, du coup avec une complexité évidemment foncière, technique qui est évidente et qui doit se retrouver, j'imagine, dans tous les hypercentres et dans tous les centres urbains.
où on peut se dire c'est perdu d'avance ou impossible ou ultra compliqué. C'est pas simple, hein, ça je vous confirme. Mais c'est aussi peut-être aussi de cette contrainte que naît, je pense, la diversité des projets. Justement, la contrainte fait naître souvent de la créativité, de l'agilité dans les projets, dans les porteurs de projets, dans les modèles économiques évidemment qui sont essentiels au fonctionnement de tout ça, puisqu'on est d'accord qu'on parle d'agriculture urbaine professionnelle essentiellement, même si dans tous les modèles économiques ou quasiment on voit des activités autour de l'événementiel, de l'animation, de la sensibilisation qui font partie intégrante du modèle économique et je pense de la vocation de ce type de projet. Mais je pense que les deux sont liés en fait. La contrainte géographique urbaine qui fait qu'il y a un ensemble évidemment de caractéristiques de contraintes fortes sur le foncier disponible, son accessibilité. Les espaces sont souvent évidemment beaucoup plus petits, parfois pas toujours physiquement accessibles. Parfois, quand on est en pleine terre, heureusement qu'on trouve des opportunités en pleine terre, elles sont avec des niveaux de pollution qui permettent pas tous les types de cultures. Quand on est sur des toitures, on travaille aussi beaucoup avec les bâtiments à Paris. On a beaucoup d'exemples, plusieurs dizaines de fermes urbaines qui sont sur les toits. Il y a évidemment des enjeux bâtimentaires, d'accès, de portance des toitures, de sécurité, enfin bref, et qui viennent cet ensemble de contraintes s'ajouter aux contraintes plus traditionnelles d'une exploitation agricole sur des questions sanitaires, juridiques. Donc nos porteurs de projets, je pense, cumulent un ensemble de contraintes. Et à ce titre-là, ce qu'on essaie de faire nous, en tous les cas, c'est de les essayer sur le milieu urbain, qui est quand même assez complexe et technique, de les épauler, de les accompagner, de leur faciliter un petit peu la vie au travers de conseils ou de mise à disposition de foncier qui est, si possible, pas trop mal préparé pour accueillir des projets d'agriculture urbaine. Voilà. Et donc la diversité, à mon avis, qu'on retrouve à tout point de vue, on a parlé des diversités des projets, de la vocation des projets, des techniques des projets, des types de cultures. Alors souvent, on est autour de produits sur lesquels il y a des vrais enjeux et un intérêt de produits distribués en circuit ultra court et donc de produits frais, évidemment, si possible avec une certaine valeur ajoutée. Voilà, on est plutôt dans cette catégorie de production. Il y a quand même aussi des fermes florales qu'on voit émerger. On en a 5 ou 6 bientôt à Paris. Donc on voit aussi là qu'on est sur un type de production qui trouve toute sa place dans la ville et ça répond à une vraie demande tant des porteurs de projets que des habitants, des usagers. Voilà, donc moi je voulais souligner en fait que cette diversité extrême, en fait, elle est, je pense, aussi très liée au territoire, avec une condition vraiment essentielle que chaque projet s'intègre du mieux possible dans son territoire, dans son environnement ultra local, y compris avec les usagers du bâtiment, si on est sur le toit d'un bâtiment, l'environnement très proche, les habitants, les acteurs économiques, la restauration, enfin voilà. Super, merci. Louis, tu voulais ajouter quelque chose ? Je rebondis sur ce que disait David. Effectivement, moi, je me prenais des petites notes là et je me disais que l'adaptation, en tout cas, je suis d'accord avec la définition, mais il y a une vraie adaptation des agricultures urbaines à leur territoire, quoi. Donc cette notion d'ancrage territorial, d'analyse pour venir vraiment s'immiscer sur un besoin de ce territoire, ou en tout cas aussi qui reprend les contraintes, les opportunités de ce territoire. Ce qui fait que, par exemple, nous, à Marseille, on a la chance d'avoir un tissu urbain qui est encore assez lâche avec... malgré toutes les problématiques qu'on a avec la promotion immobilière, on a en fait beaucoup de foncier en pleine terre et on a une sociologie de la ville qui fait qu'on est une ville avec beaucoup de personnes en situation de précarité et donc on a une agriculture urbaine parmi le réseau de l'agriculture urbaine à Marseille qui est très focalisée sur les activités sociales, qui essaye vraiment de résoudre aussi cette question des déserts alimentaires. Donc voilà, c'est beaucoup de la pleine terre et avec une forte vocation sociale dans la plupart des projets qu'on trouve sur notre territoire. Et ce qui pose d'ailleurs question, parce qu'il y a des mouvements aujourd'hui, on va dire d'essaimage de la part de structures qui viendraient plutôt de Paris, qui sont dans des dynamiques assez différentes de celles qu'on a nous à Marseille. Donc voilà, ça pose énormément de questions aussi. Donc c'est pour relever ce que disait David. Après, pour nous, à la Cité de l'Agri, il y a aussi une forte dimension pour moi d'une agriculture urbaine qui porte des valeurs de l'agroécologie, aussi bien au niveau des techniques des cultures que de la reconnexion entre les mangeurs et les mangeuses avec leur alimentation, avec des exploitations qui sont de petite taille, qui promeuvent vraiment la logique de circuit court et qui essayent d'avoir une attention à leur environnement, aux humains, aux mangeurs et puis aussi à la terre. Donc pour moi, l'agriculture urbaine, elle a une fin en soi, mais elle est aussi un moyen et un levier pour faire advenir une transformation écologique et sociale profonde de nos villes, en fait. Et je trouve que c'est un outil qui est vraiment très intéressant pour repenser la manière dont on fabrique la ville, transformer nos villes, les rendre plus justes, plus vertes,
les soigner finalement. Et je trouve que c'est vraiment parmi tous les outils qu'on a en termes de transition écologique de nos urbaines, je trouve que l'agriculture urbaine est vraiment un outil exceptionnel du fait de toutes les fonctions et toute la définition que tu as pu donner en amont, Romain, et que je partage tout à fait. Bah, du coup, c'est l'occasion d'aborder le sujet de la table ronde, qui est vraiment cette idée que en fait, l'agriculture urbaine rend un certain nombre de services. Je voudrais justement qu'on creuse cette question-là, qu'on étaye par des exemples concrets. Vous, que ce soit avec Quartier Fertile, avec toutes les initiatives menées par la ville de Paris ou à Marseille, quels sont les bénéfices que vous constatez, que vous observez, que vous avez peut-être analysés sur les projets d'agriculture urbaine que vous avez eu la chance de porter? Décidément dédié à lancer la discussion. Alors évidemment, le sujet est vaste, les aménités et les impacts de l'agriculture urbaine, notamment quand elle est faite de la manière dont vient de la décrire Louis, sont nombreux. Alors d'abord, je voudrais commencer par peut-être battre en brèche un petit peu quelque chose qu'a dit Linda tout à l'heure, savoir l'agriculture urbaine ne nourrit pas la ville. Certes, il n'y aura pas d'autonomie alimentaire autour des quelques projets d'agriculture urbaine. Il n'empêche que je voudrais quand même rappeler quelques chiffres, en tout cas dans les quartiers populaires. Dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville, la consommation quotidienne de fruits et légumes est quasiment de 10 points inférieure aux autres quartiers. Dans les quartiers populaires de la politique de la ville, la prévalence des maladies type diabète de type 2, obésité, maladies cardiovasculaires est quasiment 10 points supérieure aux autres quartiers. Donc, il y a une sorte de petit décalage. Donc la question de l'alimentation et de l'alimentation saine, l'alimentation fraîche, c'est un vrai sujet dans nos quartiers. Donc même si ça ne va pas nourrir la ville, si ça peut modifier, même à la marge, un petit peu la capacité de ces habitants des quartiers populaires à bénéficier d'une alimentation saine, durable, c'est déjà gagné, j'ai envie de dire. Après, il faudrait sûrement aller plus loin. La question de la démocratie alimentaire, de la justice alimentaire, je pense qu'avec Louis, on pourrait se retrouver sur plein de sujets de ce point de vue-là, de la sécurité sociale alimentaire, même si on veut en parler. C'est un autre sujet plus politique, mais en tout cas, en termes pratico-pratiques, si déjà les gens peuvent manger plus de légumes, peuvent manger plus de fruits chaque jour, c'est déjà un gain. Donc il y a un vrai sujet alimentaire, sanitaire. La crise, la pandémie a montré que dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville, c'était probablement les endroits, pour plein de raisons, ils sont plus nombreux, ils sont plus serrés, les habitats sont insalubres, tout ce qu'on veut. Il n'y a pas beaucoup à manger, il y a moins de points de distribution, tout ce qu'on veut. La crise alimentaire a été excessivement forte. Je ne vais pas rappeler les chiffres que vous connaissez tous sur l'explosion de l'aide alimentaire, notamment dans ces quartiers. En tout cas, il y a un vrai sujet alimentaire, sanitaire dans ces quartiers-là. Deuxième impact que nous, on a essayé de mettre en avant, même si ce n'est pas celui auquel on pense tout de suite, c'est celui de l'emploi et celui de l'activité. 80% des projets qu'on soutient ont une dimension d'insertion ou de professionnalisation dans le cadre de leur démarche. Pour nous, c'est important. On pense vraiment qu'il y a capacité à créer des filières locales d'alimentation dans nos quartiers. 80 ou 90% de nos lauréats s'inscrivent dans des PAT, s'inscrivent dans des politiques nationales ou locales liées à l'alimentation durable. Il y a une question de l'emploi et je pense une question de structuration de ces filières agricoles et alimentaires dans nos quartiers. Et puis le dernier peut-être volet, je mets de côté ce qui est un peu tarte à la crème et dont on parle beaucoup, de rendre plus beaux les quartiers, remettre de la nature, etc. Évidemment, on a un vrai sujet sur les îlots de chaleur. Là-dessus, je rejoins complètement Linda, mais c'est pas parce qu'on met juste du vert dans les quartiers que les quartiers vont mieux. Troisième volet, c'est celui de la sensibilisation. Et pour moi, je rejoins complètement Louis là-dessus. La démarche vers les habitants, elle est importante, elle est nécessaire. L'implication des habitants dans la gouvernance de ces projets est nécessaire et utile et pertinente. Dès le plus jeune âge, mais pas seulement. Voilà, on a des gens qui, je rappelais les chiffres sur l'obésité par exemple tout à l'heure. Évidemment, c'est pas que parce qu'ils mangent mal, c'est aussi parce qu'on a un taux de sédentarisation qui est exceptionnel dans ces quartiers. Les gens bougent peu, les gens sortent pas de chez eux pour plein de raisons. C'est aussi un moyen de ressortir, de recréer du lien, de retrouver je crois que c'est Linda qui le disait tout à l'heure, mais le rapport à la terre évidemment, mais aussi le rapport à bien manger, à faire des choses par soi-même et à consommer ce qu'on produit. Pour moi, c'est vraiment les trois impacts que nous on attend en tout cas
Je les rappelle rapidement, mais la dimension sanitaire et alimentaire, la dimension d'emploi et d'activité et la dimension sociale au sens large et citoyenne, pour être plus précis. Micro à chaque fois. Je veux bien. C'est une réponse déjà très complète, donc je vais essayer quand même de trouver des choses à ajouter, là aussi, peut-être avec le regard plus de la grande ville qu'est Paris. On se retrouve complètement dans ces grandes familles d'avantages, de bénéfices, d'aménités positives, évidemment. Voilà, encore une fois, pour une ville très dense comme Paris, mais il y en a d'autres aussi denses, les enjeux environnementaux sur les services écosystémiques rendus par ce type de projet sont évidemment essentiels. Chaque opportunité foncière dans les grandes villes, c'est évidemment essentiel. Il y a énormément de concurrence pour plein de choses, j'ai envie de dire, faire des espaces publics de qualité, si possible qu'ils soient résilients d'un point de vue changement climatique. Du coup, toutes les opportunités foncières qui sont pas forcément adaptées aussi pour des usages espaces publics, on va dire, plus traditionnels, peuvent être aussi bénéfiques d'un point de vue, sous l'angle d'un usage agricole sur les problématiques environnementales, voilà, sur les effets d'îlots de chaleur urbains, gestion des eaux pluviales. Enfin voilà, quand on voit que des toitures qui étaient goudronnées ou avec des étanchéités protégées avec des cailloux passent du jour au lendemain ou presque sous forme végétalisée et si possible avec une végétalisation comestible, on se dit que c'est pas complètement idiot. Voilà, donc c'est des petites victoires comme ça à chaque fois dans certains quartiers très denses, très urbanisés et souvent très minéraux. Donc c'est encore une fois, cette famille de bénéfices, et à mon avis, pour les très grandes villes, essentielles. Les enjeux alimentaires, évidemment, ils sont aussi très forts. Et plus la ville est dense, j'ai envie de dire, plus le rapport entre l'espace disponible pour faire des productions agricoles et le nombre de bouches à nourrir, il est difficile à honorer. Donc, on est très loin d'avoir des ambitions d'autonomie alimentaire, tout ça. C'est pas la question. Il y a quand même des réponses que ça apporte à des échelles micro-locales quand même, parce qu'il y a quand même des productions, heureusement, qui sont associées avec certains types de produits comestibles ou pas que comestibles. Je parlais des fleurs tout à l'heure qui rentrent dans le circuit de distribution et on en est tout à fait heureux. Donc ça va quand même, c'est aussi ce qui nous anime dans ce type de projet. Et sur les services plus socio-économiques, donc l'emploi, c'est évident, sur les enjeux de création d'emplois, notamment en insertion. Moi, ce que je voulais peut-être aussi ajouter, c'est que les petits espaces d'exploitation agricole qu'on peut installés en ville, en milieu très urbain, sont aussi souvent intéressants, je pense, pour des personnes qui viennent généralement du milieu urbain, mais avec des profils déjà des expériences professionnelles passées très diverses, qui sont souvent en recherche de reconversion, qui ne sont pas du tout issus d'un monde agricole au niveau familial ou traditionnel. Et le fait de pouvoir se tester finalement sur des petites surfaces urbaines, pas trop loin de chez eux, parce que souvent, c'est parfois, souvent ou parfois, dans l'idée peut-être d'aller un petit peu plus loin de l'hypercentre pour changer de vie, changer de profession et aussi changer de vie familiale. Et ça se fait pas quand on a une famille, des enfants du jour au lendemain. Enfin, c'est pas simple. Ça a aussi cette vocation-là, finalement, de servir d'espace un petit peu de test, d'espace de tremplin pour éventuellement, pour certains, aller développer des exploitations périurbaines, voire un peu plus rurales, au-delà des enjeux de sensibilisation de toute la population dans les quartiers que ça amène. Et là aussi, dans les grandes villes très denses, c'est évidemment essentiel quand autour de chez soi, on peut avoir des projets d'agriculture urbaine à visiter ou à aller participer à des ateliers, des choses comme ça, qui resensibilisent les gens à la saisonnalité des produits, ne serait-ce que ça, quoi. Merci beaucoup. Le temps passe à une vitesse incroyable. Il nous reste très peu de temps avant d'aborder les questions des participants. Louis, je vais te poser une question qui se voudra conclusive, en tout cas dans un premier temps. Après, si tu veux réagir sur ce qui vient d'être évoqué, aucun problème. Mais je voudrais avoir ton regard aussi sur vous en tant que on va dire animateur de réseau, opérateur et fédérateur, et travaillant de concert avec les collectivités. Quels sont les freins aujourd'hui que la Cité de l'Agriculture identifie ? Qu'est-ce qui manque aujourd'hui à l'agriculture urbaine pour encore plus se développer ? Rapidement, bien sûr. C'est pas une question facile.
Je vais essayer d'être rapide. Je suis tout à fait d'accord avec ce qui a été dit, mais justement, ça fait le lien. Qu'est-ce qui manque à l'agriculture urbaine? C'est peut-être aussi en ce moment, et c'est ce que nous, on s'essaye à faire en lien avec la FOP et d'autres, hein, mais de pouvoir mesurer en fait et quantifier de manière un peu plus scientifique, je dirais, ces co-bénéfices dont on parle, dont moi j'entends parler depuis 4 ans, que je vois hein, sur le terrain, et je trouve que ça c'est hyper important de raconter aussi, plutôt que de compter numérairement, mais on a ce besoin aussi d'objectiver les co-bénéfices qu'on apporte. Alors, vu qu'on sait qu'ils sont nombreux, c'est pas forcément facile de les isoler. Mais ça, ce sera un enjeu pour moi dans la pérennisation des projets d'agriculture urbaine. La question du modèle économique aussi, elle est prégnante et elle peut être aussi en lien si on arrive à montrer les services qu'on rend à la ville. Peut-être qu'on va aussi pouvoir être rémunéré pour ces services rendus. En tout cas, ça me semblerait intéressant de pousser un peu la réflexion là-dessus. Je trouve que du fait qu'on adresse énormément de problématiques sociales, de précarité alimentaire, d'environnement, enfin voilà, tous ces services-là, il faudrait aussi qu'on puisse, que les projets puissent être rémunérés peut-être pour ces services-là. Donc, ce qui manque aujourd'hui, encore et toujours, notamment pour les projets associatifs qui adressent toutes ces problématiques-là, c'est des financements. On a eu une sorte de boom. Hein. Moi, j'analyse un peu la situation de là, ces 3 dernières années avec Quartier Fertile, la crise du Covid. On a eu un espèce de boom autour des questions d'agriculture urbaine qui, selon moi, en termes de politique publique aussi, aujourd'hui, se déplace plutôt sur les questions d'accessibilité à l'alimentation durable et plutôt sur les questions de précarité alimentaire. Donc ça, pour l'agriculture urbaine et pour les projets, ça va être un enjeu de comment est-ce qu'on maintient ce flux financier qu'on a beaucoup reçu ces dernières années et comment est-ce qu'on arrive à avoir des modèles économiques qui sont pérennes. Hein. Après, il y a toujours cet enjeu de dire l'agriculture urbaine doit trouver son modèle économique. Moi, je renvoie souvent la balle en disant oui, mais si on regarde l'agriculture conventionnelle dans le monde rural, elle n'a pas un modèle économique qui est viable non plus. Quoi. Et elle est aussi, elle reçoit aussi énormément de subventions pour le coup plutôt de l'Europe. Donc voilà, ça c'est un enjeu, l'enjeu du modèle économique pour moi qui est hyper important. Après, il y a l'enjeu du foncier, qui est aussi pour moi assez majeur, quoi. C'est-à-dire, il y a plein de choses qui ont été évoquées sur les sols et sur les espaces par David et Nicolas, mais peut-être ce besoin de sécuriser aussi les projets d'agriculture urbaine avec des baux, des conventions d'occupation qui soient le moins précaires possible, parce que souvent c'est aussi quelque chose qui peut peser dans les modèles économiques. Ça, pour moi, ça va être un enjeu auquel on doit réfléchir. C'est l'accès au foncier, la sécurité de ce foncier, parce que nous, quand on accompagne là, ces 20 porteurs de projets qu'on accompagne entre 20 et 30 par an, toute la question derrière, c'est qu'ils vont être formés, prêts à développer leur projet construit, mais derrière, ils ne trouvent pas de foncier. Donc ça, c'est un vrai enjeu et que pour le coup, on partage avec le rural aussi. Donc il y a aussi ces liens-là qu'il faut qu'on pense et qu'on travaille collectivement avec d'autres structures agricoles qui sont dans le rural, parce qu'il y a des problématiques qui finalement sont similaires. Et puis peut-être une dernière question là qui me vient, c'est comment est-ce qu'on fait réseau, comment est-ce qu'on coopère et qu'on mutualise entre nos structures d'agriculture urbaine, d'une part pour les questions de modèle économique et puis aussi d'une part pour faire face aux changements climatiques qui vont apparaître. Donc ça, c'est très prégnant, notamment en région sud. Il faut qu'on se prépare dans le monde rural aussi, mais a fortiori en milieu urbain, à la question de l'eau notamment et à la question de l'adaptation de nos plans culturaux et de notre façon de produire de l'alimentation face au changement climatique qui nous attend, quoi. Donc voilà, les défis sont importants. Merci beaucoup à tous les trois pour ces échanges qui, je crois, ont suscité des questions. Est-ce que déjà dans la salle, certains d'entre vous souhaitent intervenir ? Merci. Moi, je suis Grégory Descolvert. Je voulais juste réagir à quelque chose que vous avez dit, Monsieur Lacroix. Je vais tout à fait dans votre sens quand vous dites que les projets d'agriculture urbaine peuvent servir à des gens pour venir se tester et partir dans les campagnes. Et j'ai vraiment envie d'aller plus loin en disant que vu l'enjeu qu'on a de renouvellement des générations dans le rural, des agriculteurs qui vont partir à la retraite, il y a plusieurs chiffres différents qui circulent, mais enfin bon, on sait qu'il y en a vraiment beaucoup qui vont partir à la retraite dans les prochaines années. Et je pense qu'il y a une responsabilité très grande en fait de l'agriculture urbaine de réussir
à capter une partie des gens qui pourraient justement être intéressés par ça. Et voilà, c'est vraiment, on voit qu'il y a un mouvement qui est encore un peu balbutiant, hein, de néo-ruraux, les NIMA, mais je pense que c'est quelque chose que l'agriculture urbaine se doit vraiment d'essayer de développer un maximum. Parce que sinon, enfin voilà, on sait qu'on aura un souci par rapport à ça. Donc voilà, c'était juste une petite remarque par rapport à ça. Alors je saisis la balle au bon juste pour remercier, féliciter l'École Vert pour leur initiative d'incubateur. Alors je dis pas ça seulement parce que l'Enru le finance, mais parce que c'est une très belle initiative. Et je pense que c'est aussi dans ces modèles-là de les incuber des projets, comme vous le faites à la Cité de l'Agriculture à Marseille, comme vous le faites l'École Vert, comme d'autres le font. C'est vraiment comme ça qu'on va pouvoir réussir. C'est-à-dire qu'on ne peut pas du jour au lendemain s'improviser agriculteur urbain, comme on ne peut pas s'improviser agriculteur. C'est pas plus facile d'être agriculteur urbain que d'être agriculteur. C'est même parfois probablement plus difficile. Et donc on a besoin aussi, et vos adhérents à la FOP, pour beaucoup d'entre eux, travaillent aussi sur cette question, de professionnaliser la filière et de donner les clés de réussite qui sont un peu plus difficiles qu'ailleurs, parce qu'il faut savoir travailler avec d'autres gens, il faut pouvoir penser la question sociale, il faut pouvoir penser la question urbaine, la question architecturale dans plein d'endroits. Et donc merci en tout cas à vous et à tous vos collègues qui font ça. Je pense que c'est vraiment une des clés. Je pose une question dans le chat. On n'aura pas le temps de toutes les poser, hein, donc j'en choisis une. Une question a été posée sur le sujet. Est-ce qu'il y a un sujet sur la pollution des légumes qui poussent en milieu urbain, dans des terres parfois peut-être polluées ou dans des environnements où l'air est pas toujours sain? Qu'en est-il du coup? Louis, tu veux peut-être répondre dessus, parce que à la Cité de l'Agri, vous avez une ferme. Ouais, tout à fait. Alors sur les terres polluées, ça a été dit, hein, effectivement, quand il y a des pollutions aux métaux lourds, ça va être compliqué de faire de la pleine terre. Donc là, a priori, on évite. Sur l'air, c'est une question intéressante. Il y a eu des études d'AgroParisTech qui ont montré que c'était pas le cas. Je crois qui ont été faites sur des sites à Paris il y a quelques années. Et nous, on mesure, on est juste à côté de l'autoroute. Donc la ferme Capri est située vraiment il y a un talus, mais on est juste à côté de l'autoroute. Donc on a planté récemment une haie vive qui va aussi permettre de... Mais on a fait un partenariat avec Atmosud, qui est l'organisme qui mesure la qualité de l'air ici, qui a fait des relevés, et il n'y a pas de traces il n'y a pas de problème vis-à-vis des légumes selon eux. En revanche, il y a des problématiques pour les salariés de la structure qui travaillent dans cette ferme urbaine, quoi. Donc, pour le coup, il y a des taux d'exposition qui sont supérieurs à la normale et potentiellement problématiques, non pas pour les légumes et pour les mangeurs et les mangeuses, mais plutôt pour les salariés qui travaillent. Donc, c'est aussi une question dont on se saisit là. Pour compléter, je confirme effectivement qu'il y a très peu de risques de transfert des polluants entre l'air ambiant et les productions, les fruits et légumes. En revanche, il y a des gros risques de transfert quand on est exposé à des pollutions métalliques, hein, éléments de traces métalliques précisément, mais aussi à des pollutions organiques, pour le coup, dans la terre. Donc c'est indispensable d'expertiser en fait tous les sols en pleine terre en milieu urbain, périurbain, parce qu'on peut être exposé effectivement à ces risques. Et ça ne veut pas dire qu'on peut rien faire, mais du coup, précisément, nous, on a catégorisé en fait les types de terres en fonction des niveaux de pollution, en autorisant tel ou tel type de culture, via parfois, selon le niveau de pollution, des contrôles nécessaires sur les productions, parce que ça, pour le coup, c'est obligatoire. Là où c'est pas encore obligatoire, même si on peut s'en étonner, d'évaluer la pollution des sols sur lesquels on fait pousser des fruits et des légumes. En revanche, c'est obligatoire de vérifier que la qualité sanitaire des produits qu'on met sur le marché, elle est conforme. Mais du coup, pour tous les porteurs de projets ou les propriétaires fonciers des acteurs urbains, il faut expertiser les sols, et comme ça on sait où on va, où on met les pieds, sans jeu de mots, et ce qu'on peut faire, quoi. Eh ben, merci beaucoup à tous les trois pour ces éclairages. Pour toutes les autres questions qu'on n'aurait pas eu le temps de traiter, on s'engage à vous apporter une réponse. Donc elles sont notées, et voilà, on reviendra vers vous pour vous apporter des éléments. Du coup, sans plus tarder, je laisse la parole à Justine pour l'animation de la seconde table ronde sur la question des modèles économiques qui a été évoquée et qu'on va maintenant approfondir.
Merci beaucoup. Merci pour cette première table ronde très, très intéressante qui a bien ouvert, je pense, cette seconde table ronde qui va être donc sur les modèles économiques. Donc, merci à Louis d'avoir déjà posé cette question du modèle économique qui est un enjeu assez important pour tout le monde. Donc, j'invite pour me rejoindre Yvan Dufeu et Boris Marcel. Et on va avoir en ligne Anne Frankhauser. Merci à tous d'être là. Je crois qu'on court un peu après le temps, donc on va essayer d'être très efficace. Peut-être pour commencer, je vous propose simplement un petit tour de table pour nous dire rapidement qui vous êtes, pour quelle structure est-ce que vous travaillez et quels sont les liens que vous avez avec l'agriculture urbaine. Anne, si vous êtes là, je vous propose de démarrer pour donner la priorité aux personnes qui sont à distance, parce que vous êtes nombreux à distance. Bon, si Anne n'est pas là, du coup, Boris, je vous propose de commencer. Là, normalement, c'est bon. OK. Bonjour à toutes et à tous. Donc, Boris Marcel, je suis le directeur du réseau L'École Verte, qui est un réseau dédié à l'agriculture urbaine et à la transition alimentaire des territoires. Et comme l'ont rappelé les collègues, donc nous, on considère l'agriculture urbaine à la fois comme une finalité par rapport aux impacts écosystémiques qu'elle peut apporter, mais également comme un moyen au service de l'éducation à l'environnement, à la transition écologique et à la transition alimentaire des territoires. Et concrètement, donc on est un réseau associatif, donc on déploie des activités sur les territoires, en France et à l'étranger, et également on a une coordination nationale qui forme, accompagne et déploie ces activités. Je m'appelle Yvan Dufeu, je suis enseignant-chercheur à l'Université d'Angers, je travaille sur de manière générale, les systèmes alimentaires alternatifs, pas spécifiquement sur l'agriculture urbaine, même si je travaille un petit peu sur ce sujet, notamment sur le rapport aux ressources des modèles d'agriculture urbaine. Et donc, je vais vous parler de modèles économiques d'agriculture urbaine. Anne ? Oui, bonjour, excusez-moi. Donc, Anne Frankhauser, moi je suis à la ville et à l'Eurométropole de Strasbourg depuis 2008. Nous avons commencé à travailler sur les circuits courts en 2010 avec un partenariat avec la Chambre d'agriculture Billon Grand Est. Une quinzaine d'actions autour d'une feuille de route agriculture, donc qui comprend les circuits courts, le foncier, les pratiques et les cultures respectueuses de l'environnement et la promotion de l'agriculture. Depuis 2010, donc, j'occupe ce poste de chargé de mission agriculture. Nous sommes aujourd'hui 7 au total pour travailler sur ce sujet. Pardon. Avec une feuille de route qui a enflé. On est à 32 actions aujourd'hui. On a une labellisation PAT qui a été reconduite en 2021 après avoir été obtenue en 2017 pour lancer donc le projet alimentaire territorial. Nous avons également une démarche d'accompagnement de l'agriculture urbaine que nous qualifions ici de cité fertile, mais c'est totalement imbriqué dans quartier fertile. Et donc tout ça avec des financements agences de l'eau, DRAF via le plan de relance et le programme national de l'alimentation, ponctuellement l'ADEME et évidemment l'ANRU et la Banque des territoires. Merci et donc bienvenue à tous les trois. Peut-être une première question, quand on parle de modèle économique, donc c'est vraiment un sujet qui revient dès qu'on parle d'agriculture urbaine professionnelle, qui est vraiment un enjeu majeur soulevé. Mais de quoi parle-t-on vraiment dans le modèle économique? On pense souvent au financement, mais je pense que c'est pas uniquement ça. Et donc Yvan, je vous propose de vous laisser la parole pour nous en dire un peu plus. Alors, ok, donc j'ai préparé 2-3 petits slides. Merci à toi. Alors, la notion de modèle économique, on l'a définie assez largement. Les publications en France, et notamment ces 3 auteurs qui sont des collègues avec qui, justement, je vais publier un article sur les modèles économiques d'agriculture urbaine, comme un système d'éléments d'interaction visant à assurer la pérennité d'une organisation. Donc, on ne parle pas forcément de profit, et on va voir pourquoi les modèles économiques sont un cadre de pensée particulièrement adapté à l'agriculture urbaine. Concrètement, je dirais que un modèle économique, c'est une organisation qui pense en plusieurs étapes. D'abord, mobiliser des ressources et des compétences sur un territoire, bien sûr, pour mettre en œuvre des activités qui vont créer de la valeur. Et ça, c'est le terme clé qui n'est pas habituellement utilisé dans la population, mais qui est d'ailleurs emprunté beaucoup au marketing, ce qui souvent fait que
ces termes sont mal adoptés ou ne veulent pas être adoptés par des militants alternatifs. Pourtant, je pense que c'est un outil dont on peut se saisir utilement aux yeux des parties prenantes, ces parties prenantes étant l'ensemble des acteurs qui sont touchés ou qui peuvent toucher cette organisation, qui ont un lien potentiel ou réel avec l'organisation en question. Et d'obtenir des moyens, d'obtenir les moyens auprès de ces parties prenantes de sa pérennisation. Alors il y a des schémas, il y a plein de modèles concurrents de business model, mais c'est vraiment ça l'idée. Je préférais plutôt que mettre un visuel, expliquer ces différentes composantes. Si tu veux bien passer à celle d'après. Voilà. Alors d'abord, un business model, ce n'est pas un modèle de fonctionnement. Moi, j'interviens beaucoup auprès des acteurs alternatifs pour dire il n'y a pas de recette. Clairement, il n'y a pas de recette. Il n'y a pas des business models tout faits entre lesquels on pourrait choisir. Un business model, c'est une façon de réfléchir. C'est une façon d'aborder une problématique d'entrepreneuriat potentiel. Et justement, cette façon de réfléchir permet de concevoir des modèles, ou en tout cas, j'aime pas le terme de modèle en l'occurrence parce qu'il exprime mal les choses, mais des configurations adaptées à chaque situation. Et ce qui caractérise bien sûr l'agriculture urbaine plus probablement que n'importe autre type d'agriculture, voire d'entrepreneuriat, c'est que chaque situation est extrêmement spécifique au regard des composantes de ce que j'ai défini précédemment, les parties prenantes, la création de valeur ou les formes de création de valeur, etc. Alors pourquoi on utilise le terme de business model en agriculture urbaine ? C'est assez récent, mais en fait ça marche très très bien. Les business models, ça n'a pas été créé pour des entreprises traditionnelles. Je sais pas, par exemple Danone, qui va acheter du lait, qui fait des yaourts et qui les vend. Ça sert pas à grand chose en fait de raisonner en termes de business model quand vous avez une entreprise dont la plupart des ressources sont issues de vente de produits ou de services, donc qui va financer ces ressources, l'acquisition de ressources et de compétences par de la vente. Ça sert pas à grand chose. En revanche, ça sert à quelque chose quand on a des entreprises qui ont des sources de financement multiples parce qu'elles ont des parties prenantes multiples, parce qu'elles s'adressent à des acteurs multiples. Exemple, Facebook, Blablacar, etc. Donc au départ, c'est pour ces entreprises-là qu'on a conçu les business models. Facebook, au départ, vend pas des produits ou des services. Donc, mais pourtant, il y a quelque chose qui économiquement semble viable. Twitter, etc., etc. Alors vous avez dit on est bien loin du monde de l'agriculture urbaine, oui, sauf qu'on retombe sur cette logique de on se finance pas essentiellement, donc première caractéristique des organisations dont on a intérêt de les réfléchir en termes de business model, elles ne se financent pas essentiellement par la vente de produits ou de services. Donc les missions sont potentiellement variées, ce que j'ai mis là, et donc les ressources, les sources de moyens qui vont permettre de pérenniser l'activité sont hétérogènes, sont variés, multiformes, complexes, etc. Troisièmement, ce qui va ensemble, les parties prenantes sont variées et doivent être mobilisées en rapport avec la mobilisation des ressources. Et ça aussi, c'est très spécifique au modèle d'agriculture urbaine. Quatrième caractéristique, qui marche encore pour l'agriculture urbaine, les attentes des parties prenantes sont variées. Et en partie non pécuniaires. C'est-à-dire que la valeur que vous allez proposer à des parties prenantes, c'est pas toujours une question d'argent ou d'utilité en termes de consommation de biens ou de services. Ça peut être d'une autre nature. C'est aussi le cas d'ailleurs, vous savez bien, pour Facebook. Donc les parallèles, en fait, même si vous êtes des univers très différents, on retrouve la logique d'interaction avec des parties prenantes qui ne cherchent pas quelque chose à acheter, quoi, on va dire. Et enfin, les manières d'obtenir des moyens d'action, c'est-à-dire des ressources, des compétences, etc., sont eux aussi très variées. Donc je le dis, dans la majorité des organisations de l'AUP, on a bien toutes ces caractéristiques-là. Donc la façon de réfléchir en termes de business model, elle est particulièrement adaptée au modèle. Alors moi je parle plutôt de l'AU, j'ai mis AU, mais les cas que je mobilise sont plutôt des cas d'agriculture urbaine professionnelle. Alors, du coup, ça c'est une idée récente que j'ai eue, mais de manière opérationnelle. Comment mobiliser en pratique cette idée de business model dans une optique temporelle et dynamique ? J'ai envie de dire, le point de départ, c'est un projet. Et là aussi, on a une littérature assez riche sur la notion de projet. Un projet au sens de quelque chose vers quoi on veut tendre collectivement. Bon, non, je vais pas rentrer dans les définitions scientifiques, mais c'est pas projet au sens du management de projet. C'est projet au sens de quelque chose qui porte un collectif, le désir d'un collectif. Donc au départ, on a un projet, on a un contexte territorial et
des ressources et humains aussi, des ressources et des compétences qu'on va pouvoir mobiliser au départ. On va ensuite identifier les parties prenantes, et quand je dis, ça paraît évident, quand je dis ça, mais en réalité, c'est souvent ce qui est escamoté, toutes les parties prenantes potentielles de ce projet, tous ceux que ça peut toucher. Il faut vraiment faire un inventaire. Et ensuite, on va réfléchir de nouveau, et donc je vais ensuite commenter mon schéma, on va réfléchir aux ressources dont on peut logiquement espérer qu'elles seront augmentées par la prise en compte de ces parties prenantes, des valeurs, des propositions de valeurs qu'on va faire à ces parties prenantes, et donc de ce qu'on va pouvoir attendre de ces parties prenantes. Ce qui fait que le raisonnement, il est circulaire, on a un point de départ avec un projet, des gens, qui ont des compétences, qui ont un rêve, qui ont des rêves, etc. De la main-d'œuvre au départ, des technologies au départ, un foncier au départ. Ça, c'est quand même le point de départ indispensable, même si c'est une façade, même si c'est un toit. Et à partir de là, je me dis, je pourrais faire ça. Donc là, c'est qu'est-ce que je pourrais proposer, quel est mon rêve, en gros, quoi. Et donc, qu'est-ce que je peux créer comme valeur pour qui? Alors évidemment, je vais créer à un moment donné, si je fais de l'agriculture, de l'alimentation, mais c'est souvent, c'est parfois même secondaire. En tout cas, c'est en général pas la seule proposition de valeur. Je propose des aménités, je propose des possibilités d'insertion, je propose des lieux de visite pour les écoles, de l'animation, du lien social, de la biodiversité, enfin un soutien à la biodiversité en milieu urbain, etc., etc. Parallèlement ou séquentiellement, mais en tout cas, ces deux étapes qui sont un peu indissociables, qui sont les bénéficiaires de ces formes de valeurs que je crée? Et donc là, je fais bien un inventaire. Et donc, je réfléchis à l'interaction entre les deux. Et à partir de là, j'anticipe, y compris au moment où mon projet se met en place, j'anticipe sur les ressources en N+1, N+2, N+3 que je pense pouvoir mobiliser, grâce au fait que j'ai démontré à ces parties prenantes que je leur apportais de la valeur. Donc en conclusion, c'est de l'entrepreneuriat, même si certains ne veulent pas utiliser ce terme, même si je sais très bien que des mots font peur dans les milieux alternatifs, c'est de l'entrepreneuriat. C'est pas parce que le but n'est pas avant tout lucratif, premièrement, et deuxièmement, que je ne finance pas qu'avec de l'argent venant des clients, on va dire, que c'est pas de l'entrepreneuriat. C'est un entrepreneuriat particulièrement complexe, particulièrement subtil, puisque je dois me représenter les différentes dimension des propositions de valeur que je fais à différentes entités et la manière dont je vais pouvoir embarquer ces parties prenantes dans mon projet pour attendre d'elles des moyens de mon action, qui peuvent être des moyens de mon action qui vont me permettre de baisser les coûts, avec par exemple du travail bénévole, la mise à disposition de terrain, etc., etc., ou des moyens qui sont effectivement là, soit en nature, soit en argent, des ressources directes pour la production de biens et de services. Donc voilà la logique de business model tel qu'on pourrait l'appliquer au modèle d'agriculture urbaine. Merci. Merci Yvan. Je propose qu'on garde ce slide et je vous propose de réagir, Boris, sur justement le schéma et notamment le rôle des collectivités dans le modèle économique d'École Vert. Peut-être en commençant, si vous le voulez bien, par une petite idée des sources de revenus d'une association École Vert type pour que chacun voit quelle est la part justement des revenus issus de la commercialisation, mais aussi issus de subventions ou d'autres financements que vous pouvez recevoir. Très bien, donc je m'inscris complètement dans ce qu'a dit Yvan sur la multifonctionnalité et puis sur les services différenciés d'agriculture urbaine. Nous, chez École Vert, donc en fait, on installe des porteurs de projets et sur chaque territoire, on va adapter les services proposés en fonction du territoire. Donc, par exemple, on a commencé dans le nord de la France où là, on était sur de l'insertion par l'activité économique qui est une partie du modèle économique, puisqu'il y a des aides au poste aussi qui sont proposées par ce secteur de l'insertion. Et il se trouve que quand on a voulu déployer sur d'autres territoires, l'insertion n'était pas forcément le modèle adéquat sur les autres territoires qu'on a déployés. On est allé en Martinique. En Martinique, il y avait vraiment un sujet de pollution des sols lié au chlordécone, un sujet de relocalisation aussi de la production alimentaire lié à une économie d'import-export. Et donc, on s'est concentré plus sur de la production agroécologique et de la vente de circuits courts. Puis à Rennes, on a déployé d'autres services. Et à chaque fois, l'idée, c'est de faire un diagnostic du territoire, d'identifier les acteurs présents, d'agir par subsidiarité avec les acteurs qui sont déjà sur le territoire. Et typiquement, à Rennes, on est sur un mix... on va dire 40 à 50% d'autofinancement et 50% de subventions publiques et privées. Et sur cet autofinancement, on a déployé différents services. Donc il y a évidemment de la production agricole,
sous forme à la fois de paniers solidaires et à la fois aussi de distribution à des personnes en situation de précarité alimentaire. Donc ça, c'est une source de revenus. La deuxième, c'est tout ce qui est éducation à l'environnement et éducation à la transition alimentaire. Donc on fait des animations scolaires et périscolaires de tout âge. Ça va de la petite section jusqu'au lycée. Donc c'est une deuxième source de revenus. Et une troisième, c'est tout ce qui est conseil en entreprise, team building, conseil pour les bailleurs, pour les villes, sur l'installation d'autres dispositifs d'agriculture urbaine. Et donc c'est ces trois services que le réseau aide à formaliser, qu'on a déployé sur Rennes. Et à chaque fois, on va regarder quel type de service on peut mettre en place ou pas. Par exemple, on a formalisé un service sur la création et animation de jardins partagés. Il se trouve qu'à Rennes, il y a déjà des acteurs, donc c'était pas pertinent pour nous de le mettre en place. Il y a d'autres endroits où on met en place des services sur la gestion des déchets, selon si c'est pertinent ou pas. Et le rôle du réseau, c'est justement d'outiller les porteurs de projets pour déployer ces services, parce que effectivement c'est de l'entrepreneuriat. Il faut être un mouton à 5 pattes, puisqu'il faut aborder plein de services différents qui s'adressent à des publics aussi différents, et donc on conçoit le réseau comme un bien commun qui va améliorer la qualité des services sur chacun des territoires. Et où est-ce qu'on retrouve le plus les collectivités comme soutien au Colvert? Sur quels axes est-ce qu'elles interviennent vraiment? Alors sur plein d'axes, elles sont présentes à tous les échelons. Donc comme je le disais, on a une partie d'autofinancement, mais ça peut monter à 40-50%, mais on a toujours besoin de soutien, déjà pour l'impact écosystémique qu'on apporte sur les territoires, et les collectivités, elles peuvent être un soutien à la fois financier, mais aussi sur les aménités qu'elles peuvent proposer. Donc l'accès au foncier, c'est peut-être un des premiers leviers, mais nous, on travaille avec plein de services différents. Ça va être les services espaces verts sur, par exemple, l'installation de guénivelles, sur l'étude des sols, sur la question des biodéchets, si on peut récupérer des déchets verts, des déchets bruns. On travaille aussi avec les services éducation pour justement l'éducation en scolaire et en périscolaire, avec le PAT sur la question de la restauration collective, avec le service des déchets sur les composteurs qu'on peut mettre en place. Donc on est très transversal avec les collectivités, et à la fois parfois on fait un peu de la délégation de services publics, si je puis dire, et à la fois parfois on travaille vraiment directement en lien avec la collectivité pour répondre à des appels à projets ensemble. Donc il y a vraiment une logique partenariale de pair à pair avec ces collectivités. Merci beaucoup. Anne, je vous propose de vous donner la parole pour que vous puissiez mettre en avant les principaux axes d'action de la ville et de l'Eurométropole de Strasbourg en matière d'agriculture urbaine, et peut-être faire un focus sur les leviers qui vous semblent les plus adaptés aux projets particuliers d'agriculture urbaine. Alors, je n'ai pas accès au PowerPoint. Oui, je m'en occupe. Aux 3 petites diapos, oui. En tout cas, il y a deux mots que j'ai retenus, entrepreneuriat, mouton à 5 pattes. Tout ça, ça me va assez bien. Donc, pour la ville de Strasbourg et l'Eurométropole, notre conception de l'agriculture au sens large du terme, c'est 3 blocs d'agriculture. L'autoproduction pour l'autoconsommation, donc c'est les jardins partagés, les jardins familiaux, c'est de l'agriculture urbaine. L'agriculture hybride, ce dont on parle précisément ce matin, à mon sens, c'est-à-dire une combinaison entre la production d'une part, mais pas que, donc d'autres éléments qui se greffent là-dessus, et le dernier bloc qui est l'agriculture professionnelle, plutôt périurbaine, mais pas forcément. En fait, les 2 derniers blocs peuvent avoir une certaine perméabilité. Nous avons des projets d'agriculture traditionnelle qui s'intègrent tellement dans l'espace urbain qu'en fait ça en devient de l'agriculture urbaine aussi. Et pour répondre peut-être à une question qui était posée dans le chat, à savoir quelles sont les complémentarités entre l'agriculture urbaine et l'agriculture périurbaine, à mon sens l'agriculture urbaine est un fabuleux moyen de lutter contre l'extinction d'expériences, c'est-à-dire faire que les habitants des villes continuent de savoir ce que c'est.
la production agricole, et donc les inciter à regarder ça et à y participer d'une manière ou d'une autre, donc pour peut-être devenir des professionnels de l'agriculture au sens large et venir travailler en milieu périurbain. Donc il y a une possibilité de perméabilité entre ces deux agricultures. Et il y a une autre chose, c'est que en milieu périurbain, souvent les agriculteurs ont très peu de contact avec les consommateurs. Tout se passe par des filières d'approvisionnement et donc les habitants qui vont dans les champs causent en fait représentent des contraintes pour les agriculteurs et ces deux parties prenantes ne se parlent plus. Donc l'agriculture périurbaine et urbaine mérite ça a le mérite de recréer le lien entre les habitants et les agriculteurs. Pardon, excusez-moi. Et donc sur ces trois aspects, en fait, Ville et Eurométropole ont développé ou des politiques ou des démarches spécifiques. Et celle qu'il m'est demandé de coordonner, en fait, c'est le travail avec la Chambre d'agriculture et bio en Grand Est que j'ai évoqué précédemment. Pour le territoire de l'Eurométropole, on a un tiers du parcellaire, un tiers de l'Eurométropole qui est encore occupé par une production agricole. Je vous propose de passer à la suite. Si je suis un peu longue, vous me le dites. En fait, la ville, une commune et un EPCI n'ont pas de compétences à proprement parler en matière d'agriculture. Donc la question se pose de quelles sont ces compétences sur lesquelles on va pouvoir appuyer notre action. Ces compétences sont diverses. D'abord, nous avons des propriétés foncières et immobilières que nous pouvons utiliser pour développer des projets d'agriculture. La commune s'occupe d'organiser les marchés alimentaires. C'est un levier pour faire de la place aux producteurs plutôt qu'aux acheteurs-revendeurs, même s'il y a une complémentarité là aussi. On gère les cantines scolaires, on s'occupe de la planification territoriale de l'aménagement urbain. Donc, comment est-ce qu'on fait pour ne pas s'étaler, recréer la ville sur la ville pour garder tout ce périmètre de foncier agricole pour l'agriculture? Le fait de développer, d'accompagner les chefs d'entreprise agricoles par le développement économique et ensuite tout ce qui est gestion des risques. Et on en arrive finalement à l'identification d'un certain nombre de leviers qui sont mentionnés sur cette diapo. Les leviers sont en termes de débouchés. Comment est-ce qu'on arrive à créer des filières, à accompagner les producteurs pour finalement orienter leur production et faire qu'elle corresponde de plus en plus aux besoins alimentaires du territoire. Ce sont les aides financières aussi, le fait de réaliser des diagnostics et d'accompagner les agriculteurs à repenser ou à s'orienter vers des projets qui peuvent nous être profitables à tous. La contractualisation, donc les clauses environnementales dans les baux ruraux, le fait de mettre à disposition le foncier, effectivement, c'est le nerf de la guerre dans le sujet de l'agriculture urbaine et périurbaine. Les actions d'information, de médiation, et après donc effectivement l'aspect réglementaire et contraignant, le PLU, mais qui est un magnifique levier pour pérenniser l'agriculture. Et peut-être la dernière diapo, je suis peut-être un peu longue. Donc notre boîte à outils, en fait on a une boîte à outils d'une trentaine d'actions qu'on a identifiées, mises en place avec nos partenaires. Comment est-ce qu'on utilise la boîte à outils? Quelle est notre logique? La première des questions, c'est le foncier. Est-ce que c'est un foncier qui est propriété de la collectivité ou est-ce que c'est du foncier qui appartient à des personnes privées? S'il est propriété de la collectivité, l'idéal, c'est que le foncier puisse à un moment donné être libre. On a parlé de renouvellement des générations. Effectivement, les agriculteurs partent en retraite. Certains transmettent le foncier à leurs enfants, d'autres non. Donc, on peut ponctuellement récupérer du foncier et à ce moment-là, en fait, on peut envisager de développer des projets d'agriculture sur ce foncier libre. On réalise les études de sol et les études et les analyses d'eau pour s'assurer de la production vivrière et nourricière sur le site et on développe en fait un cahier des charges par lequel on va chercher à attirer des candidats, des porteurs de projets. On prend en charge partiellement des travaux d'aménagement, l'accès à l'eau, l'électricité. On peut envisager de faciliter les autorisations
d'installation de bâtiments agricoles ou de serres. Et au final, on conclut un bail rural à clause environnementale. Dans l'hypothèse où le foncier de la collectivité est occupé, c'est comme si le foncier ne nous était pas disponible. Dans ce cas, la seule solution pour nous, c'est d'entrer en discussion avec les occupants, avec l'agriculteur en place, et d'ouvrir notre boîte à outils par laquelle on va essayer de l'accompagner à développer un projet qui soit en cohérence avec nos attentes. Sur cette question du foncier, j'aurais aimé que vous parliez de l'exemple de l'îlot de la Ménao que vous m'avez évoqué lorsqu'on a préparé ensemble cet événement. Et vous avez parlé d'une nécessité pour les collectivités d'être un peu opportunistes, notamment dans le cas où elles n'avaient pas un foncier libre ou même pas du tout de foncier, donc elles voulaient vraiment, enfin qu'elles n'avaient pas cette réserve foncière qu'elles pouvaient facilement utiliser. Et donc vous peut-être me donner, nous partager cette expérience sur ce foncier qui n'était pas propriété de la ville de Strasbourg. Alors en fait, donc on est dans l'hypothèse où le foncier était partiellement privé et c'était partiellement du foncier de la collectivité. En fait, les occupants étaient titulaires d'un bail, mais par ailleurs avaient aussi un bail emphytéotique sur des bâtiments agricoles et des logements. Et le bail emphytéotique arrivait à échéance. Et à partir de là, en fait, nous avons le bail emphytéotique, il n'y a aucune obligation à ce qu'il soit reconduit. Donc l'agriculteur en place avait fort à perdre, à vrai dire. Donc on a ouvert la discussion avec l'agriculteur en lui disant très simplement OK, nous pouvons envisager de reconduire le bail emphytéotique, mais à partir du moment où sur le bail rural, qui lui se reconduit de 9 ans en 9 ans, sur lequel nous n'avions pas de prise, eh bien à partir du moment où sur ce bail rural, pour 70 hectares, vous nous en dégagez 10 pour que nous puissions y développer un projet d'agriculture nourricière, maraîchage, agriculture biologique. La réponse de l'agriculteur avec lequel on discutait a été de dire « Écoutez, ce qui m'intéresse, le projet peut m'intéresser, mais pas sur les 70 hectares dont vous êtes aujourd'hui les propriétaires, parce qu'ils sont situés juste autour du foncier des bâtiments que nous exploitons, que nous utilisons. Nous vous proposons de réfléchir à un projet sur un secteur urbain, 10 hectares, en plein dans le quartier, dans un quartier de Strasbourg, un quartier QPV, un quartier où il y a une zone d'activité logistique, un quartier résidentiel aussi. Donc, un quartier dans lequel cet agriculteur céréalier n'avait plus de facilité d'accès. Ça représentait une contrainte. Ces 10 hectares dans ce périmètre urbain, en fait, sont propriété pour partie seulement de la ville et de l'Eurométropole, mais pour partie aussi d'une congrégation religieuse. Et donc, nous avons dû, en fait, concevoir un projet par étapes. D'abord, parler avec la congrégation religieuse pour la faire adhérer à ce projet. Parler ensuite avec un deuxième occupant de ce site pour réaliser en fait une exfiltration de ce deuxième occupant et consolider en une seule main le locataire avec lequel nous discutions la surface de 10 hectares. Et progressivement, on a pu envisager les contours du projet d'agriculture maraîchère biologique sur cet espace de 10 hectares, sachant que le céréalier, l'occupant principal, céréalier, a dû en fait trouver un associé, jeune maraîcher, pour porter ce projet. Merci beaucoup. Et donc, l'îlot de la Ménao est né à ce moment-là, en 2014. Et ça illustre bien, je pense, la pluralité d'acteurs, même sur juste une question de foncier où vous avez dû traiter avec des acteurs privés, publics, et donc une grande diversité d'intérêts et parfois un peu antagonistes, juste sur cette brique du foncier. Le temps file malheureusement. J'aurais quand même aimé vous proposer, Boris, de apporter un court témoignage justement sur la manière dont vous avez pu travailler avec des collectivités sur cet axe au foncier, avec, je crois, deux méthodes ou deux approches différentes. Et peut-être en guise de conclusion ou d'ouverture pour la suite des échanges, sur le rôle des collectivités sur la partie génération de revenus, et notamment sur la partie débouchés, commercialisation, donc pas sur la partie subvention, mais vraiment comment est-ce qu'elle vous appuie ou qu'est-ce que vous aimeriez qu'elle puisse faire?
Alors, sur la question du foncier, effectivement, les collectivités ont été essentielles pour l'identification du foncier. On est assez proactif en général, donc on n'attend pas forcément qu'il y ait des appels à projets pour aller chercher le foncier. Quand on est arrivé à Rennes, on a tout de suite été intéressé déjà par les quartiers politiques de la ville, parce que c'est vraiment là où on a notre ADN et où on considère qu'on a une vraie valeur ajoutée. Et parfois aussi parce que les quartiers politiques de la ville ont une densité telle qu'il y a encore des espaces verts, puisque c'est souvent des tours, et donc il y a de quoi monter des espaces d'agriculture urbaine. Là-dessus, en ce qui concerne Quartier Fertile, donc on a postulé avec la ville et la métropole pour répondre à l'appel à projet, et puis on a pu s'installer sur un deuxième site en zone périurbaine. On a renouvelé l'expérience avec différents échelons des collectivités en Île-de-France, puisqu'on a travaillé à la fois avec la ville de Bobigny, le PTS Ensemble, la Seine-Saint-Denis, sur du foncier aussi qui leur appartient, puisqu'ils ont les parcs départementaux, et également avec la région sur les compétences liées à la région. Donc on est sur l'ensemble des échelons des collectivités, et là où, par exemple, à Rennes, on a fait une réponse commune, en Île-de-France, c'est Est Ensemble qui a porté la candidature. Et peut-être pour donner un troisième exemple, avec la ville de Strasbourg ou la métropole de Strasbourg qui avait déjà un projet au global, on ne s'est pas forcément inscrit directement dans Quartier Fertile, mais on a pu répondre à un appel à projet également pour pouvoir avoir le foncier. Et peut-être pour revenir aussi sur la question de la commercialisation, donc nous, l'agriculture urbaine, c'est, comme je le disais en introduction, c'est un moyen aussi au service de la transition alimentaire. Quand on utilise notre production, elle est pour les personnes en situation de précarité alimentaire. Par exemple, à Rennes, on vend des paniers solidaires. Donc, au lieu de les vendre 13 €, on va les vendre 3-4 €. Et on compte sur les collectivités pour prendre une partie du reste à charge de ces paniers solidaires. Et donc, on est totalement sur les enjeux de démocratie alimentaire, de lutte contre la précarité alimentaire. Et notre rôle, c'est aussi de sensibiliser sur l'importance de manger des produits non transformés. Et là-dessus, les collectivités ont un rôle aussi à jouer pour... pourquoi pas aussi, même l'État, pour peut-être apporter, fiscaliser ou en tout cas apporter des taxes supplémentaires sur les produits ultra transformés et essayer de favoriser les produits non transformés. Et l'agriculture urbaine, on est aussi là pour faire des ateliers de cuisine, parce que c'est pas le tout de promouvoir des fruits et légumes frais. Après, il faut pouvoir avoir le temps de les transformer, de les cuisiner. Et c'est notre rôle en tant qu'association de déployer ça avec les collectivités. Merci beaucoup. Je propose qu'on passe à un petit moment de questions, s'il y a des questions dans la salle ou en ligne. Merci. Moi, j'ai une question pour Yvan Dufeu. Dans votre modèle économique, à un moment, vous avez dit qu'il y avait une partie qui était un peu compliquée. C'était justement au niveau de la sollicitation des parties prenantes. Et du coup, je me demandais, peut-être que ça peut solliciter les Colverts aussi, quelle est la difficulté et quels sont les facteurs limitants à ce niveau-là, du coup? Alors la difficulté première, c'est déjà pour le porteur du projet de bien identifier ce qu'il peut apporter à ses parties. Bon, c'est déjà les deux sont liés. C'est déjà d'identifier ses parties prenantes, ce qui est indissociable du fait d'identifier ce qu'il apporte à telle ou telle partie prenante. Alors évidemment, la partie prenante publique, c'est le sujet le plus complexe. Là, je rebondis sur l'exemple de Boris. Ce qu'on appelle les retombées économiques ou les retombées sociétales, les retombées d'une manière générale, les spillovers d'un panier de qualité délivré à une famille aux moyens très 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 limités, on s'en doute probablement des retombées positives dans d'autres domaines, des dépenses moindres en matière de santé, peut-être moins de problèmes sociaux, etc. Mais c'est très difficile à chiffrer. Donc c'est mon deuxième point. C'est une fois qu'on a identifié les parties prenantes et potentiellement ce qu'on peut leur apporter, il faut dimensionner cette valeur apportée. Et parfois c'est très difficile. Comment dimensionner la valeur des aménités? Comment dimensionner la valeur du lien social, etc. Donc c'est là que le porteur de projet, les entrepreneurs doivent avoir une capacité d'argumentation assez forte. Et puis, comme tu disais, c'est mouton à 5 pattes. Il faut avoir un regard sociologique, économique, etc. pour convaincre une partie prenante que lorsqu'elle met, mettons 10 €, ce que tu disais tout à l'heure, lorsqu'elle met 10 € de soutien à un panier, globalement, elle n'a pas perdu de l'argent par rapport à la valeur qu'a créée la distribution de ce panier, quoi.
Je ne sais pas si je réponds à votre question, mais... Et peut-être pour rebondir sur la question des parties prenantes, quelque chose qui est particulièrement complexe, mais qui est aussi passionnant dans l'agriculture urbaine, c'est qu'on s'adresse à un public très différent selon ce qu'on met en place, et on peut jongler parfois. On est sur une ferme urbaine, donc on s'adresse à des publics bénéficiaires, parfois des personnes qui sont en forte difficulté sociale, donc on va pas avoir le même discours que quand on s'adresse directement juste après à un élu qui a une vision peut-être plus politique des choses. Puis juste après on jongle avec un bailleur social, et en fait on jongle constamment comme ça avec des personnalités différentes, des sociologies différentes, des discours différents. On n'utilise pas forcément les mêmes langages non plus. Par exemple, on est très en lien avec les agriculteurs. On va pas forcément parler de permaculture quand on est avec les agriculteurs du monde rural. Après, quand on est avec le service ESS de la ville, on va parler de développement économique, mais de lien social. Juste après, on va parler à une entreprise. Là, on va parler d'innovation sociale, d'entrepreneuriat social. Donc, même la sémantique et les mots vont différer selon les interlocuteurs, et du coup il faut avoir une capacité à connaître l'ensemble de ces parties prenantes, de parler le même langage qu'elles et de répondre à leurs besoins. Et c'est pareil, on a une opportunité en tant qu'acteur de l'agriculture urbaine d'être écosystémique, donc de pouvoir s'adresser à plein de services différents, mais ça nécessite aussi de jongler, notamment par rapport aux réponses aux appels à projets. Quand on répond à un appel à projet sur les déchets, va falloir comptabiliser le nombre de biodéchets, de kilos de biodéchets produits ou de compost. Après, sur l'éducation, ça va être le nombre d'ateliers. Quand on travaille avec le département, ça va être plutôt le lien social. Quand on travaille avec la région, ça va plutôt être la formation. Donc il y a un besoin de compréhension de tout cet écosystème, de savoir qui fait quoi, de connaître la différence entre les instances décentralisées de l'État et les collectivités locales. Donc je pense que c'est un métier qui est sous-valorisé par rapport à l'expertise qu'elle demande. Et je me rends compte aussi que les agriculteurs, et là pour le coup dans le grand monde de l'agriculture en zone rurale, est totalement sous-valorisé aussi, parce que ça demande des compétences absolument énormes, que ce soit en gestion de projet, en entrepreneuriat ou sur la biologie des sols, etc. Est-ce qu'il y avait d'autres questions? Mais je crois qu'on va devoir terminer cette table ronde, et je vous propose de poursuivre les échanges pour ceux qui sont ici avec nous autour du petit cocktail qui va être servi. Merci à tous les trois. Je vais conclure très rapidement cet événement qui confirme, je pense, à travers la première table ronde, qu'il y a un vrai intérêt et une vraie mobilisation des collectivités pour développer et accompagner le développement de projets d'agriculture urbaine, parce qu'il y a des impacts qui sont bien ressentis. On comprend qu'il y a toujours cette question des modèles économiques, notamment des ressources à mobiliser. On voit bien que les collectivités sont actives pour faciliter l'installation, pour réduire les coûts finalement sur l'accès, à travers l'accès au foncier, à travers l'accès à des marchés ou à des circuits des canaux de distribution, mais qui auraient probablement plus à faire. Je retiens aussi des deux tables rondes, même si le mot n'a pas été prononcé, mais cette notion de paiement pour services écosystémiques, avec cette nécessité de mieux mesurer l'impact. Vous venez de le dire, Boris, ça a été dit aussi, je crois, tout à l'heure par Louis. Donc vraiment l'enjeu de mesurer tous les effets positifs qui sont apportés par les projets d'agriculture urbaine, pour peut-être rendre plus facile des financements additionnels par les collectivités et tous les bailleurs et tous les acteurs autour. Je vous donne rendez-vous pour la suite de ce cycle sur la transition agricole et alimentaire. Vous pouvez consulter les événements en replay, et sinon les prochains événements seront le 8 juin ici et en ligne à nouveau sur le foncier agricole, en septembre sur la restauration collective comme moyen de structurer des filières locales, et en novembre sur transition alimentaire et cohésion sociale. J'oublie pas aussi ce qu'a annoncé Marie en ouverture, les 48 heures de l'agriculture urbaine à la fin du mois, et pas mal de travaux qui vont se poursuivre sur la question des modèles économiques, notamment avec l'ANRU dans le cadre du programme Quartier Fertile, qui donnera, je crois, sans dévoiler d'informations, naissance à des livrables qui pourront être intéressants et partagés à tous. Merci à tous et tous, et à bientôt.